Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. À la une de l'actualité de ce jour, parlons religion pour commencer. La période de jeûne et d'abstinence des fidèles musulmans a pris fin hier. Ils entrent ainsi aujourd'hui dans la célébration de la rupture du jeûne, l'Aïd el-Fitr. Cette période de discipline spirituelle a été observée pendant 30 jours durant le mois de Ramadan. Les fidèles musulmans se sont réunis donc aujourd'hui pour prier ensemble. Reportage de Aniana Martina et Yves Janel. Le 19 mars dernier s'est achevé le jeûne de 30 jours pour les musulmans, soit un mois de Ramadan. Le Ramadan est l'un des fondements de la foi musulmane. Au-delà du jeûne, il régit tout le corps. On s'efforce de s'abstenir de toutes sortes de péchés afin de pouvoir affronter les 11 mois suivants sans commettre de mauvaises actions, comme mentir ou tromper. La fin de ce mois de jeûne marque la célébration de l'Aïd el-Fitr, que l'on peut traduire simplement par fête du repas. Il existe de nombreuses façons pour les musulmans de célébrer l'Aïd el-Fitr. Par exemple, dans le nord de Madagascar, cette journée est marquée par des repas en famille et la préparation du ribk, un plat traditionnel. On raconte que l'islam est entré pour la première fois à Madagascar au XVIe siècle, introduit par les Arabes immigrants. Aujourd'hui, il participe également à la culture malagasy. Passons directement à l'actualité sportive de ce soir. Les équipes composant les 8 groupes du tournoi Viva Football U17 organisé par Viva Madagascar sont désormais connues. La compétition s'annonce particulière avec un contrôle strict de l'âge des joueurs tout au long de tous les matchs selon les explications. Une réunion ainsi que le tirage au sort des groupes pour les 32 équipes participantes ont eu lieu aujourd'hui à l'Arena Ivanch. Reportage de Narsour, Razakassan et Yves Janel. 8 groupes seront en lice lors de l'édition 2026 du tournoi Viva Football. Au total, 32 équipes participent à la compétition et le tirage au sort pour les groupes s'est déroulé aujourd'hui à l'Arena Ivanch. Italia ni vondona A1 ni US AG. Nyomni vondona ankusa iray dini Académie Buffalo. Avant le tirage au sort, une réunion a été organisée par les représentants de chaque équipe. Le responsable de Viva a également apporté des explications concernant les objectifs de l'organisation de cette compétition. Lors de cette rencontre, l'ensemble des règles régissant le tournoi a été rappelé, notamment le contrôle rigoureux de l'âge des joueurs jusqu'à la fin de la compétition. Toute équipe qui triche sur l'âge de ses joueurs sera immédiatement disqualifiée. De nouveaux arbitres officieront également pour cette édition 2026. Selon leurs représentants, ils se sont engagés à arbitrer les matchs de manière juste et impartiale. Ce type de compétition ouvre de nouvelles perspectives pour les jeunes joueurs malagasy, leur offrant une opportunité d'intégrer le milieu professionnel. Le tournoi Viva Football est d'ailleurs reconnu pour révéler des talents, ce qui a conduit le responsable de Viva à lancer un appel aux techniciens du football. Pour rappel, le tournoi Viva Football U17 débutera le 28 mars prochain et se déroulera sur les terrains du CFFA Iavlou ainsi qu'à Tankatskaitos. Toujours dans les actualités de ce soir, Samuela fait partie des candidats malagasy qui participent au concours de chant de Voz France diffusé sur TF1. Elle a également été la gagnante de la Voix d'Or en 2017 sur notre chaîne Viva. Aujourd'hui, la jeune artiste accède à la scène internationale et son talent a impressionné le public étranger. Lors de l'audition à l'aveugle de The Voice France, les 4 coachs Florent Pagny, Lara Fabian, Taïk et Amel Bent se sont tous retournés comme le montre un extrait vidéo. Elle a interprété la chanson de Billie Eilish, What Was I Made For, à cette occasion. L'émission sera diffusée demain samedi sur TF1. Nous allons suivre justement cette prestation de Samuela. Salut la famille, Salamat Saradaol. J'ai une annonce à vous faire. C'est quoi cette bonne nouvelle? Écoutez attentivement cette chanson pour connaître c'est quoi. J'ai participé à The Voice. Rendez-vous ce samedi à 20h.
21h10. Faut pas rater, oh, ah, devant votre télé, sur TF1 bien sûr, hein. Ce samedi, à 21h10. Donc, أنا صديقة مديريا The Voice am samedi Wavso 23h à Madagascar. Et voilà. Bisous, bisous. Ce samedi à 21h10. Revenons aux actualités locales. 13 candidats passeront l'entretien pour le poste de directeur général de la CNAPS. Selon le communiqué du conseil d'administration de la CNAPS, l'épreuve écrite constituant la première phase de sélection s'est tenue mardi dernier, d'après les informations disponibles. Il a également été précisé que les règles et la procédure ont été respectées tout au long de ce processus de recrutement pour le poste du directeur général de la CNAPS, selon toujours ce même communiqué. Les détails avec Anienne Martina et Yves Janel. 37 candidats au poste de directeur général de la CNAPS ont participé à l'épreuve écrite selon le communiqué du conseil d'administration de la CNAPS. Cette épreuve, première étape de sélection, s'est déroulée le mardi 17 mars à l'ENA Mandjibé. 13 d'entre eux ont été retenus pour passer à l'étape suivante, à savoir l'épreuve orale ou entretien. Dans le communiqué, le conseil d'administration de la CNAPS a indiqué que des experts de haut niveau, issus d'institutions de formation telles que l'ENAM, le CEDS, la FDSP, entre autres, ont participé à l'élaboration des sujets et à la correction des épreuves. Ainsi, les candidats poursuivront le processus avec l'épreuve orale pour le poste de directeur général de la CNAPS. À l'issue de cette étape, le directeur général sera sélectionné selon une procédure également validée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, ainsi que par le ministère de l'Économie et des Finances. Page politique, à présent, pour la première fois dans l'histoire du pays, un détecteur de mensonges utilisé par des techniciens étrangers servira pour tester les candidats au poste de ministre. Même les grandes puissances pourtant avancées en matière de développement et de lutte contre la corruption n'utilisent pas ce type de procédé. Habituellement, le détecteur de mensonges est utilisé par les services chargés d'enquête. Ainsi, même les journalistes étrangers ont été surpris par la déclaration faite hier par le président de la refondation. Éditorial signé Jean-Claude Adjemalal. À peine la nouvelle s'est-elle répandue, selon laquelle les candidats au poste de ministre devront passer individuellement par un détecteur de mensonges, qu'elle a suscité de vives réactions jusqu'à l'étranger. D'après les propos du président de la refondation lors de son échange avec les journalistes, le gouvernement fera appel à des techniciens étrangers confirmés pour manipuler cet équipement. On peut se demander si cette décision ne fait pas suite à des précédentes déclarations selon lesquelles il est difficile de trouver des personnes honnêtes à Madagascar. La chaîne Réunion Première a diffusé un reportage à ce sujet hier et la plupart des commentateurs ont réagi avec ironie, voire en se moquant de cette décision. Certains ont affirmé que les affaires concernant Madagascar sont devenues récemment source de divertissement. D'autres ont déclaré que les déclarations du président de la refondation semblent souvent n'avoir pour objectif que d'amuser la galerie. Pour rappel, le détecteur de mensonges est un outil utilisé par les enquêteurs de police à l'étranger, notamment lorsqu'une personne est suspecte et doit être interrogée. Cependant, cet appareil mesure principalement les réactions émotionnelles. Ainsi, même une simple envie de se retenir d'émettre des gaz peut être interprétée comme un signe suspect. De même, la fatigue, le manque de sommeil ou le stress peuvent également provoquer des résultats jugés suspects. Autrement dit, cet outil n'est pas fiable à 100%. Si ce dispositif était réellement efficace pour sélectionner les responsables appelés à gérer un pays, la corruption, le détournement de fonds publics et les abus de pouvoir auraient déjà disparu dans les pays les plus avancés que le nôtre. Si le gouvernement de la refondation décide réellement d'utiliser cet outil, il faudrait mieux laisser le peuple juger les futurs membres du gouvernement.
Car les candidats sont des êtres humains, l'appareil a été conçu par des humains et les techniciens qui l'utiliseront sont eux aussi des humains. Le peuple malgache attendra donc de connaître les noms des personnes retenues pour former le futur gouvernement. Il s'agit aussi de la vie de la nation et non d'une expérimentation destinée à divertir la population. D'après les éléments observés, les compétences, la sagesse et la volonté de servir le pays risquent de perdre toute valeur si le détecteur de mensonges émet un signal inattendu concernant un candidat. La réforme réussira-t-elle grâce à cet outil ou fera-t-elle face à une nouvelle contestation? Ne faudra-t-il pas ajouter un détecteur de mouvement pour compléter son fonctionnement? Dans la suite des actualités de ce soir, page santé, les affections des voies respiratoires connaissent actuellement une recrudescence. Le changement climatique et les variations de température en sont l'une des principales causes. Outre la consultation auprès des centres de santé, il est également essentiel de renforcer le système immunitaire selon les médecins. Les détails avec Vanessa Mireille et Zara Djanso. Les conditions dans lesquelles on vit font partie des facteurs pouvant favoriser les maladies respiratoires. Aussi bien les adultes que les enfants peuvent être concernés. Si par exemple une toux n'est pas traitée, elle peut évoluer vers une autre maladie. Il est également possible d'adapter les soins en fonction des recommandations du médecin, surtout chez les enfants. Nous entrons actuellement dans une période de froid avec des variations de température importantes. Il est donc recommandé de renforcer les défenses immunitaires et d'adopter une alimentation saine, selon toujours les explications des professionnels de santé. Ensemble contre le sentiment de solitude, tel est le thème choisi pour célébrer la journée mondiale de la trisomie 21, demain 21 mars 2026. Cette journée est dédiée à la sensibilisation et à la promotion des droits des personnes atteintes de trisomie 21. À cette occasion, de nombreuses activités seront organisées par l'association Down Syndrome Madagascar à Mbadbe, Manazar. C'est Nouran Irlant. La discrimination et le manque d'interaction sociale avec les amis engendrent souvent un sentiment de solitude chez les personnes porteuses de trisomie 21. C'est pourquoi le thème « Ensemble contre le sentiment de solitude » a été choisi cette année pour marquer cette journée mondiale afin de favoriser leur inclusion dans la société et de rappeler l'importance de l'amitié à leurs égards. La trisomie 21 n'est pas une maladie, mais une condition et les personnes concernées méritent pleinement leur place dans la société. Dans le cadre de la promotion des droits humains des personnes atteintes de trisomie, un court-métrage a été réalisé pour sensibiliser le public à leur inclusion. Une grande fête foraine accompagnée de divers concours sera organisée le 21 mars 2026 au siège de l'association Down Syndrome Madagascar à Manazar, Ilaf Mbadbe, et le public est invité à y participer. En signe de solidarité pour cette journée internationale, chacun est invité à porter des chaussettes colorées et dépareillées, symbole de la diversité et de sa richesse. Il est également rappelé que les couleurs jaunes et bleues sont les couleurs officielles de sensibilisation au Down syndrome. Dans les actualités internationales, l'Organisation maritime internationale a demandé jeudi la création d'un corridor maritime sûr pour évacuer les navires bloqués dans le Golfe, condamnant la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran dans une déclaration adoptée par les États-Unis et les États membres. France 24. C'est la voie maritime la plus vitale au monde. Et depuis près de 3 semaines, le détroit d'Ormuz est fermé par l'Iran. Si certains pays se montraient au départ réticents à intervenir dans la zone, aujourd'hui le ton a changé. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon se disent prêts à contribuer à sécuriser le détroit. Nous sommes prêts à contribuer aux efforts appropriés pour garantir la sécurité de la navigation dans le détroit. Nous saluons l'engagement des pays qui participent à la planification préparatoire. Point central, ces 6 pays vont-ils intervenir tout de suite ou une fois que les combats auront cessé? Le communiqué ne le précise pas. Tous affirment avoir été influencés par les frappes iraniennes sur des infrastructures civiles énergétiques dans le Golfe. À cela s'ajoute la forte hausse du prix des hydrocarbures avec un impact économique mondial. Car transite en temps normal par le détroit d'Ormuz 20% du pétrole mondial, mais aussi du gaz naturel liquéfié.
Jusqu'à quand la situation restera-t-elle aussi volatile? À Washington, en tout cas, Pete Hegseth reste vague. C'est au président qu'il reviendra de décider à quel moment nous dirons « bon, nous avons atteint nos objectifs pour le peuple américain afin de garantir sa sécurité ». Il n'y a donc pas de délai fixé, nous sommes tout à fait dans les temps. Solution mise en avant par le secrétaire américain au Trésor pour faire baisser les prix et permettre d'augmenter l'offre mondiale, l'assouplissement des sanctions sur le pétrole iranien stocké en mer. Cela entraînerait la mise sur le marché de 140 millions de barils. Une mesure qui permettrait de modérer les prix à court terme. Le président libanais Joseph Aoun a de nouveau appelé à une trêve et à des négociations avec Israël en recevant hier le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot en visite de solidarité dans le pays. Les frappes israéliennes ont fait 1 millier de morts et plus d'1 million de déplacés depuis que le Hezbollah pro-iranien a entraîné le pays dans la guerre régionale. France 24. Ils ont installé leur tente à la lisière de Beyrouth. Des réfugiés venus des quartiers de la capitale touchés par les frappes israéliennes ou du sud du pays. Alors que la pluie est tombée pendant la nuit, certains ont préféré dormir dans leur véhicule. Certains dorment sur les sièges avant comme dans un salon, et ici à l'arrière, c'est comme une chambre. Et tout en haut, je range les conserves. Beaucoup sont arrivés ces derniers jours de Tyr, la grande cité côtière du sud du Liban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et prise pour cible mercredi par l'aviation israélienne. 2 ponts autour de la ville ont été détruits, notamment celui reliant Tyr à Saïda sur la route de Beyrouth. Saïda également ciblée par des raids aériens où d'autres déplacés du sud se sont regroupés, totalement démunis alors que tous espéraient pouvoir célébrer chez eux la fin du Ramadan prévu vendredi. Nous sommes arrivés ici avec les vêtements que nous portions et nous les portons toujours. Comment pourrions-nous fêter l'Aïd alors que nous avons été chassés de nos maisons et de nos terres? Où est l'Aïd? Où est le bonheur? Ce sera l'Aïd quand nous pourrons rentrer chez nous. Plus d'1 million de Libanais sont désormais déplacés dans le pays, soit plus d'1 Libanais sur 6. Le Hezbollah, de son côté, assure combattre les unités israéliennes déployées au sol dans le sud du pays, notamment autour de la ville frontalière de Kiam. Et pour conclure, en Ukraine, à 30 km de la frontière avec la Russie, Kharkiv tente de préserver un semblant de vie normale grâce à une vie culturelle qui s'adapte aux aléas de la guerre. C'est le cas du ballet de l'Opéra national de la ville qui continue de donner des représentations comme un signe de défi et de résistance culturelle. Reportage de France 24. Ce sont les derniers préparatifs avant la montée sur scène de ces danseuses du ballet de Kharkiv. Certaines d'entre elles avaient déjà participé à cette production de Gisèle d'Adolphe Adam, un ballet qui avait été donné pour la dernière fois le 23 février 2022. Quelques heures plus tard, des roquettes russes s'abattaient sur la ville, obligeant l'opéra à fermer ses portes. Mais depuis, l'opéra a rouvert, dans le même bâtiment mais sous terre, un abri anti-bombe transformé en salle de spectacle. C'est un endroit sûr. Ici, nous n'arrêtons pas les représentations et nous ne les annulons pas. Les représentations se poursuivent du début à la fin, même si les sirènes d'alerte retentissent dans la ville. Nous n'allons nulle part, car un abri est un abri. Beaucoup parmi ces danseurs avaient quitté la ville au début de l'invasion russe. Certains ont trouvé refuge à l'étranger et travaillé sur d'autres scènes. Mais ils ont choisi de revenir, même si la guerre ne les quitte jamais vraiment. Tous les jours, nous pensons à ceux qui sont sur le front. Mais en même temps, nous avons notre mission à accomplir. Nous nous donnons à 100, à 200, voire à 300% pour tous ceux qui ne sont pas avec nous ici et pour ceux qui ne sont plus parmi nous. Nos soldats protègent actuellement notre territoire, notre pays. Notre mission à nous, c'est de protéger notre âme, notre culture. Quand je vivais à l'étranger, je voulais constamment rentrer chez moi. Je ne suis heureuse qu'ici. Peu m'importe la proximité des agresseurs. Nous sommes résilients et nous tenons bon. Les danseurs du ballet de l'Opéra de Kharkiv attendent avec grande impatience le jour où la situation sécuritaire leur permettra de se produire à nouveau ici, sur cette scène principale de l'Opéra de Kharkiv, qui peut accueillir jusqu'à 1500 personnes.
Mesdames et messieurs, s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.